Avec notre invité, vous allez entendre parler d'un agenda pour le 21e siècle. On a appelé ça l'agenda 21 à un moment donné. Vous allez entendre parler de la volonté de prendre conscience de notre environnement et de la volonté de changer nos habitudes. C'est un homme exigeant, Claude Villeneuve, qui n'a pas le temps d'être pessimiste sur l'avenir de la planète. Il est biologiste et il dirige la chaire de recherche sur la discipline d'éco-conseiller à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, ça vous va comme présentation, Claude Villeneuve, ou il faut ajouter quelque chose? On va faire avec. Oui. On va commencer comme ceci. Vous êtes très attaché à votre pays dans le vieux sens français du terme, là, le Saguenay, et vous parlez avec éloquence, et j'ai envie de vous entendre là-dessus tout de suite, de vos deux grands-pères. En fait, mes grands-pères sont mon lien organique avec le 19e siècle. Mon grand-père paternel était un cultivateur, un homme relativement simple, mais qui avait l'esprit très ouvert et qui n'est jamais sorti de ce que j'appelle l'âge agricole, c'est-à-dire un âge dans lequel toute l'énergie est renouvelable, à l'exception d'un petit peu d'huile à poêle. Il n'y a jamais eu de voiture, jamais eu de tracteur. Un monde dans lequel, donc, la production doit être planifiée. On est toujours sur la limite de la subsistance et on doit tout faire soi-même. C'est un homme dont j'étais le premier descendant qui portait le nom de Villeneuve. À l'époque, ça avait une certaine importance parce que j'avais des cousins et des cousines plus vieux, mais qui étaient des Tremblay ou autrement. Et ça, mon grand-père avait mettait une certaine valeur à ce fait-là. Il vous a transmis quoi? En fait, il m'a transmis Charlevoix, dans le sens où il demeurait sur les terres entre Pointe-au-Pic et Saint-Irénée, donc sur les terres en haut complètement, dans le rang de Terrebonne. Et quand on montait au Trécarré, on avait une vision d'à peu près 40 km de large sur le fleuve. Et ça fait partie de mes plus belles images. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir l'esprit ouvert quand on a vécu dans un paysage comme ça. Je ne vivais pas dans Charlevoix, mais on allait visiter mon grand-père assez régulièrement. C'était aussi, pour un petit garçon, très, très intéressant de pouvoir suivre les chevaux pour faire les foins, de pouvoir nourrir les poules et puis tuer le cochon. Là. C'est l'ensemble de ces activités-là qui me relient jusqu'à un certain point à une terre traditionnelle que je n'ai jamais abandonnée, dans le sens où on est toujours jardinier, on a toujours ma compagne est une jardinière exceptionnelle. J'essaie de l'accompagner en étant un artiste du rotoculteur. Mais quand même, on a un lien avec la terre qui, à mon sens, me vient de ce grand-père et de mon père, qui aussi a toujours fait des jardins. Mais il y a une filiation de jardinier de ce côté-là. Du côté de mon grand-père maternel, c'est un homme qui est né... Bon, mon grand-père paternel est né en 1889. Le grand-père maternel est né en 1899. Et à la fin de décembre, donc il ne voulait pas rater le 19e siècle. Et lui m'a transmis deux autres âges de l'humanité. L'âge des chasseurs-cueilleurs, parce qu'il a été un homme qui a été un guide exceptionnel en forêt. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu un accident d'avion à un moment donné, qui était le seul survivant et tout et tout. Presque un coureur des bois. C'était un coureur des bois qui, durant le temps de la crise, nourrit sa famille en vendant des lièvres à Roberval, qui a fait contremaître en forêt, qui a été chasseur devant l'Éternel, mais aussi qui était un homme de l'âge industriel. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans dans une usine. Il a travaillé dans des grandes usines telles qu'on les conçoit. Il a été quelqu'un qui avait une admiration pour l'automobile sans borne, qui a fini sa vie chauffeur de taxi jusqu'à 60...
à 72, 73 ans encore. Alors, grand-père, donc, grand-père, c'est lui qui m'a donné la piqûre de la biologie, pas dans le sens où il était biologiste, mais j'ai encore l'émotion de comment il m'a appris la forêt. J'avais 4 ans, et puis je me souviens encore de l'odeur de la chambre, de la fraîcheur qu'il y avait. Il venait me raconter des histoires sur le coin de mon lit. Et je n'ai eu de cesse, après cette époque-là, de demander, grand-père, amène-moi en forêt. Mhm. Amène-moi en forêt. Fais-moi découvrir cette forêt qui m'a tellement... qui, dans ta voix, est un endroit tellement extraordinaire. Or, la forêt, pour ces gens-là, c'était un lieu de misère. C'était un lieu où tu allais bûcher, tu allais passer l'hiver, il y avait tout ce qu'on voudra, mais lui aimait profondément ce mode de vie-là. Donc, jusqu'à un certain point, mes grands-pères m'ont initié à 3 des âges de l'humanité. Celui des chasseurs-cueilleurs, celui des agriculteurs et celui de l'âge industriel. Par la suite, il a fallu que j'apprivoise l'âge de l'information, qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui. Si on accepte une couple de détails comme la grosse automobile, pour certains écologistes, l'âge que vous décrivez, c'est l'âge d'or. On devrait retourner à ça. Il y a eu une époque où on parlait du retour à la Terre comme étant l'avenir de l'humanité. Pas du tout. Rien à faire. Les âges passés avaient des caractéristiques, je dirais, qui sont intolérables aujourd'hui. Okay? La qualité de vie des gens, le traitement qu'on faisait par rapport aux femmes, par rapport aux enfants, la manière dont on traitait les Autochtones, je ne regrette rien de tout ça, et encore moins la pollution qui, à l'époque, n'était absolument pas traitée et sortait vraiment de façon intolérable, sans compter que grand-père fumait comme une cheminée. L'autre grand-père fumait pas comme une cheminée, mais détestait pas avoir sa pipe et son cigare quand c'était la fête. Mais ces maisons dans lesquelles on vivait dans la fumée secondaire, ces maisons dans lesquelles on grandissait avec à côté d'égouts non traités, à côté de tout ça, c'est pas à regretter, pas du tout. Et ce serait intolérable qu'on pense aujourd'hui à revenir avec la population qu'on a et avec l'éthique qu'on a vis-à-vis de nos enfants à cette époque-là. Oui, bien, cette époque qui est dure, là. Vous parlez de votre beau-père, et ça, c'est beaucoup plus récent, qui mettait du DDT sur les vaches pour chasser les mouches. Le DDT qui a été banni il y a quoi, 20 ans? Ah non, plus que ça, c'est 1972. Voilà. Bon. Donc, vous aviez peut-être 20 ans, mais c'est... la façon dont les gens fonctionnaient... D'abord, premièrement, les gens étaient d'une ignorance crasse par rapport à l'environnement. Et c'est encore pareil. Allez voir le citoyen moyen. Vous lui parlez de DDT, mais il n'a aucune idée pourquoi c'est dangereux. Il va dire c'est dangereux, c'est mauvais, j'en veux pas. Ouais. Mais dans les années 60, c'était... Dans les années 60, c'était la pharmacopée habituelle. Je veux dire, mon père utilisait de l'huile à mouche Safo pour tuer les mouches au camp, puis ça avait du DDT, puis les enfants étaient là-dedans. Mon beau-père, effectivement, en mettait pour empêcher qu'il y ait trop de mouches pour tanner ses vaches à l'étable. Oui. Et puis, je suis certain que si on avait fait les analyses qu'on fait aujourd'hui sur le lait qu'on buvait avec la belle crème qu'il y avait dessus, on se rendrait compte que ce lait-là ne passerait pas les standards d'aujourd'hui, ni au niveau bactériologique, ni au niveau des contaminants qu'on pouvait trouver dedans. Mais il faut comprendre que la réalité d'une époque, qui était celle-là, qui était largement liée à l'ignorance des phénomènes dont on connaît aujourd'hui les tenants et aboutissants, c'est pas une réalité qui est souhaitable de reproduire. Et pour ajouter là-dessus, c'est l'époque où il y a des affluents qui viennent de l'Alcan et qui sont des rivières rouges qui se jettent dans le Saguenay. Oui, puis je veux dire... Déchets de bauxite. Moi, dans les années 70, j'étais complètement conscient et informé. Et je lisais les travaux qui montraient que les problèmes environnementaux étaient en train de devenir une catastrophe planétaire beaucoup plus dangereuse que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que on a multiplié tellement notre consommation que même si on a fait beaucoup de gains, il reste encore beaucoup. C'est beaucoup de petits peu qui s'ajoutent.
Mais à l'époque, c'était chaque usine crachait autant de déchets que possible. On envoyait ça dans l'eau, c'était pas grave. C'est pas grave. Ça disparaissait, quoi. La théorie dans ce temps-là des sciences de l'environnement, c'était que dilution is the solution. Oui. Okay? Alors, tu l'envoies dans un grand milieu, que et ce ça soit se dilue. l'atmosphère. Fini. C'est fini, c'est parti. Et puis, il n'y en a plus. Et puis ça avait toujours été. Je veux dire, c'est comme ça, si vous allez lire sur Paris au Moyen-Âge ou sur n'importe quelle grande ville au Moyen-Âge, on envoie à l'eau les choses indésirables parce que l'eau les transporte ailleurs. Et c'est comme ça depuis l'Empire romain, c'est comme ça depuis il y a très, très longtemps. La compréhension des liens... Il faut bien comprendre que les gens, ils n'avaient pas de théorie explicative. Il n'y avait pas de science pour être capable de dire il y a des bactéries là-dedans. Quand on essayait de se protéger contre la peste, on utilisait toutes sortes de choses. Mais si on avait su que c'était une bactérie, on aurait agi différemment. Alors, c'est très important de comprendre que la connaissance qui nous a été apportée par la science nous permet de mieux nous gouverner dans un environnement. La science, elle a commencé quand même il y a longtemps avec Pasteur, Oui. C'est pas hier, ça. Oui, mais Pasteur n'a pas été immédiatement reconnu. Je veux dire, il s'est encore enseigné à l'université qu'il y avait des miasmes et des comptages. Okay? Les miasmes et des comptages. Voilà, c'était des vapeurs qui transmettaient des maladies. Hein? Donc, maladies contagieuses, ça venait des comptages. Et les miasmes, c'était des émanations de mauvaise odeur, d'où, par exemple, le malaria, le mauvais air. Okay? La maladie malaria, c'est une maladie qui tire son nom, en italien, du mauvais air. Alors, Marqué, c'est vrai pour la grippe. Ben non. La grippe, c'est transmise par un virus. Oui, mais par l'air. C'est-à-dire, non, c'est des gouttelettes de salive ou des gouttelettes d'éternuement. Donc, c'est un aérosol. Okay? L'aérosol n'étant pas une composante de l'air en tant que tel, mais au début du solution. 20e siècle, la connaissance des aérosols était limitée. Oui, parce qu'on n'avait pas développé. Puis, tu sais, c'est une réalité. Il faut respecter les gens. Hein? Les gens n'étaient pas plus cons à l'époque qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils étaient moins informés, c'est clair. Et puis, quand on dit moins informés aujourd'hui, l'éducation scientifique de la majorité de la population est extrêmement faible. Et c'est ce qui permet à des gens de nous passer n'importe quoi, y compris du côté des écologistes. Vous avez sûrement entendu dire que les forêts tropicales sont les poumons de la planète. Même la BBC le dit, et c'est retransmis par notre... C'est pas vrai? Ben non. Ça n'a aucun rapport. Ça n'est absolument non. Les forêts représentent un puits de CO2 absolument extraordinaire. Donc, elles ont une contribution très importante au maintien du gaz carbonique. Ben voilà. Mais non, c'est que c'est proportionnel. Donc, si vous avez... Les forêts vont à peu près expliquer de l'ordre d'une variation de 4 à 5 parties par million de la quantité de CO2 dans l'air. C'est directement proportionnel. 4 à 5 parties par million de la quantité d'oxygène est due aux forêts. Or, 4 à 5 parties par million, il y a 390 parties par million de CO2. Hein? Donc, c'est 5 sur 400, ça fait pas loin de 1 un peu plus qu'1 Mais il y a 210 000 parties par million d'oxygène dans l'atmosphère. Donc, 4-5, variation de 4-5 là-dessus, c'est presque rien. Et il y a 8 fois plus d'oxygène dissous dans l'océan qu'il y en a dans l'atmosphère au complet. Donc, si on coupait toutes les forêts, qu'on les stérilisait totalement, qu'on asphaltait tout ça, au bout de 100 ans, il n'y aurait pas une variation d'1 dans la concentration d'oxygène atmosphérique. Ben voyons donc. Ben oui, c'est des calculs. Sauf que... Alors, l'homme qui plantait des arbres, il est inutile. Ben non, au contraire. Je suis un ami et un émule de Frédéric Bach. Mais je ne plante pas des arbres pour l'oxygène. C'est complètement pas la bonne raison. Alors, je plante des arbres pour capter du CO2. Hier, j'étais aux Nations Unies. Non, mais ça revient au même. Là, vous me dites que non. Ça ne change pas grand-chose au CO2. Oui, ça change quelque chose. Et là, vous me dites, je plante des arbres pour le CO2. Attention, ça change quelque chose au CO2, mais ça ne change rien à l'oxygène. Bon.
D'accord. C'est un peu comme si vous me disiez, j'ai 100 $. Ouais. Est-ce que je le donne aux sans-abri ou à Paul Desmarais? Ouais. Si je le donne aux sans-abri, ça va changer quelque chose. Si je le donne à Paul Desmarais, ça ne changera absolument rien. Peut-être pour moi, mais pas pour lui. OK? Donc, fondamentalement, c'est ça. L'oxygène, il y en a 210 000 parties par million. Ça prend 1 milliard d'années pour être capable de changer de façon significative la concentration d'oxygène dans l'atmosphère par tous les végétaux photosynthétiques des océans. Oui. 1 milliard d'années, là, ça fait plusieurs bye-bye. Mais, écoutez, je veux juste qu'on soit clair là-dessus. Là. Vous dites, on coupe les forêts, ça ne change pas grand-chose à la qualité de l'air. D'oxygène, de l'oxygène. Ben oui, mais là, la qualité de l'air, c'est plus que l'oxygène. Ben oui, c'est beaucoup plus que l'oxygène. Moi, donc, je veux pas ça couper change les forêts. quelque chose à la qualité de oui, l'air. au point de vue écologique, ça serait une catastrophe c'est ça écologique. le danger des épouvantable. paradoxes. Là. Ben voilà. oui, mais attention. Alors, c'est à quoi il sert ce paradoxe-là? Des forêts de la planète, les poumons de la planète. Ouais. Mais les poumons de la planète, historiquement, c'est en 1968 que ça a été inventé comme expression. Oui. En 1968, il y avait une conférence à l'UNESCO où les gens du WWF qui étaient là ont dit les forêts tropicales sont les poumons de la planète. Et les scientifiques qui étaient interpellés n'ont pas su répondre parce qu'ils n'avaient pas fait le calcul que je vous ai mentionné tout à l'heure. Oui. Puis il n'y avait peut-être pas les moyens de le faire non plus à l'époque. Oui. Donc, cette idée-là est restée. Puis comme c'est une idée séduisante qui se passe bien dans les médias, ben, elle est devenue une vérité reçue. Ouais. Et on l'enseigne. Mais au lieu de dire poumon, il faudrait dire quoi? Les forêts sont le plus grand réservoir de biodiversité sur les continents. Bon, ben voilà. Les forêts sont le régulateur de l'eau douce dans les bassins versants. Les forêts sont une source absolument extraordinaire de bien-être et de bienfaits pour l'humanité. Les forêts sont un puits de carbone indispensable pour lutter contre les changements climatiques. Si vous n'en avez pas assez avec ça, lâchez-moi avec les poumons. D'accord. Mais je voulais juste être sûr que les gens comprennent que vous n'étiez pas sérieux quand vous avez dit on coupe les forêts puis ça va aussi bien. Je vous dis tout simplement que si on coupait toutes les forêts, la concentration d'oxygène ne varierait pas sur 100 ans. Mais mettons que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. On va revenir aux anciens parce qu'il y en a un dont il faut absolument parler. Il s'appelle Pierre Dansereau. 1955, c'est avant tout le monde, ça. Hein? Oui et non. Avant Pierre, il y a eu beaucoup d'idées. L'histoire de l'écologie remonte aussi loin que dans les cours que je donne à mes étudiants, je prétends que l'écologie est le plus vieux métier du monde. Parce que avant de courir la galipote, il fallait s'organiser pour manger. Puis pour manger, il fallait comprendre comment attraper les bestioles. Puis pour comprendre comment attraper les bestioles, il fallait comprendre qu'il y a 3 éléments importants pour les animaux. C'est le A, le B, le C. L'abri, la bouffe et la conservation de l'espèce par la reproduction sexuée. Donc, c'est les 3 éléments dans lesquels, si vous comprenez ça, vous êtes capable de trouver les animaux, de vous approvisionner autour de ça. Bon. Si on parle de l'idée de l'écologie, il y a eu plein d'ouvrages là-dessus, c'est une idée qui vient, même Linné avait des propos sur l'économie de la nature. Après ça... Linné, ça, c'est 18e? C'est début 19e, c'est ça, 18e. C'est 18e. Et on a après ça Ernst Haeckel à la fin du 19e, qui, lui, va structurer à partir de la biogéographie, à partir d'un ensemble de sciences. Lui-même était embryologiste. Et il a structuré l'idée de l'écologie. Oikos Logos, donc... Alors, vous avez dit la biogéographie puis embryologiste. Oui, expliquez-moi ça vite, là. Ben, c'est que... Il faut comprendre que l'embryologie, c'est la science du développement. Oui. Okay? Donc, c'est comment est-ce que les organismes se construisent à partir d'un plan génétique qu'on ignore à cette époque-là. Donc, on observe l'apparition des organes. Mais lui, c'est pas tellement sa fonction d'embryologiste qui l'amène, c'est vraiment le fait qu'il se rend compte que la nature a des propriétés émergentes à certains niveaux. Mais là, on est vraiment au 19e siècle, donc à peu près 25 ans avant la naissance de Pierre Dansereau.
très exactement, 1896-1911, 15 ans. Non. Alors, quand Pierre Dansereau est allé à l'école, Oui. Pierre a commencé par le Collège d'agriculture d'Oka. Donc, c'est vraiment... il a appris à comprendre un système qui est le système des sols. Il a appris à comprendre... il a été herborisé avec le frère Marie-Victorin. Disons qu'il y en a plusieurs qui l'envient. Hein? Mais Pierre Dansereau, donc, était quelqu'un qui avait un esprit ouvert. C'est quelqu'un qui est éclectique. Il connaissait aussi bien les classiques en anglais et en français de la littérature que la plante rare sur laquelle il pouvait écrire pendant des pages et des pages quand il arborisait au Brésil ou à Cuba ou dans ces endroits-là où il s'est promené. Pierre est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup marqué, justement par cette ouverture d'esprit. Il n'avait pas de frontières préétablies. Okay? C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'écoute des gens et qui disait à ses étudiants, « Il y a peu de chances que vous appreniez quelque chose de moi si vous ne m'apprenez rien. Donc, parlez-moi de vous, parlez-moi de la façon dont vous voyez les choses, parlez-moi de vos découvertes, parlez-moi de vos angoisses. » Et ce dialogue avec Pierre Dansereau, moi, ça a toujours été c'était la récompense, quoi. Quand je me souviens d'avoir été dans son bureau à quelques reprises avec d'autres scientifiques que j'amenais pour discuter avec lui, parce que les gens disaient, tu connais Pierre Dansereau, j'aimerais ça le rencontrer et tout et tout. Je disais, on va passer à Montréal, puis on s'organisait pour avoir un rendez-vous. Mais, entre autres, une fois, un moment mais tellement magique pour moi, là, que, dans l'Évangile, à un moment donné, il y a le petit Jésus qui est sur la montagne avec ses disciples et puis qui jase avec les prophètes. Là, puis il dit, installons ici 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse, puis une pour Élie. Là. C'est un peu ça. J'étais dans ce bureau avec Francesco Di Castri et Pierre Dansereau, qui sont deux des figures marquantes de l'écologie du 20e siècle. Et moi, j'étais le ticu qui écoutait, puis on me demandait d'intervenir, on me posait des questions sur mon opinion. Ouh! J'en ai des frissons. C'était un moment de ma vie remarquable. Parce que ces gens-là qui étaient d'une insondable connaissance par rapport à mon ignorance, eh bien, ils m'interpellaient, m'embarquaient dans leur conversation. J'ai grandi cet après-midi-là beaucoup. J'ai des souvenirs de Pierre Dansereau comme journaliste, d'avoir interviewé il y a très, très longtemps. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité, mais je ne me souviens pas exactement pourquoi. Comment ça se fait que Pierre Dansereau, on l'a écouté depuis toujours, et c'est lui qui a été l'éveilleur de cette conscience écologique ici. Comment ça se fait? Premièrement, peut-être parce qu'il avait cette espèce d'aura, d'avoir été quelqu'un qui était allé à l'extérieur. Il a été un peu exilé, si on veut, parce qu'à l'époque où il aurait pu occuper des postes universitaires, l'université était un peu allergique à ça, à ses façons de penser, puis à sa vision. Donc, il était à New York pendant un bout de temps. Et quand il est revenu à l'UQAM, au tout début de l'UQAM, il avait enseigné à Chicago. Il avait été directeur adjoint du Jardin botanique de New York. C'était une autorité. Et c'était une autorité aussi qui était... autrement, dans l'histoire du Québec, ce gars-là a milité dans les années 30 pour l'éveil du Québec, si on veut. Pierre Dansereau aurait pu faire un politicien. Il aurait pu prendre la place de Pierre-Éliott Trudeau, qui était un de ses amis. Il aurait pu faire... c'était éclectique. Il excellait dans tout. Il discutait d'art, il discutait de littérature, il discutait de religion, il discutait de n'importe quoi. Et ça, ce genre d'esprit universel, c'est rassurant. C'est rassurant parce que ce n'est pas
exclusif. Et je pense que Pierre Dansereau, quand il a commencé à éveiller les gens, par des façons de dire, OK? Par des remarques de bon sens. C'était déjà un grand-père qui n'a jamais eu d'enfant. Okay? Pierre, ça a été le grand-père de son tout le drame. monde. C'est devenu le grand-père de tout le monde jusqu'à un certain point. L'heure avance vite avec vous, Claude Villeneuve. L'époque de Pierre Dansereau, les années 60, mettons, là, c'est une époque où on commence à avoir des idées, on commence à nous lancer des idées assez précises et un peu assommoires. Par exemple, années 60, l'idée de la croissance zéro. Oui. Hein, on parle du Club de Rome, on parle de toutes sortes de... Le début des grands organismes mondiaux qui disent « OK, c'est fini, il faut arrêter la croissance ». On ne les a pas cru encore, là, mais l'idée commence là. Pourquoi la première idée qui frappe, c'est celle-là, croissance zéro? D'abord, premièrement, parce que on est à la fin des 30 Glorieuses. Donc, le modèle du développement tel qu'il a été promu après la Deuxième Guerre mondiale et qui est basé uniquement sur l'indicateur économique, qui ne prend aucunement en compte ni la finitude des ressources, ni la capacité de support de l'environnement, c'est un modèle qui commence à craquer. Et il commence à craquer, puis en même temps, c'est aussi l'âge où commence le village global. Hein, Marshall McLuhan a dit « le média, c'est le message ». L'arrivée de la télévision nous permet d'avoir le Torrey Canyon pour tout le monde, la baie de Santa Barbara dans ton salon, Céveso. Et donc, ces éléments-là qui sont catastrophiques. Les beautés et les catastrophes. Voilà. Et qui nous arrivent, dans le fond, à travers l'information, deviennent inquiétants. Et en même temps, on a une crise du pétrole en 1973, qui est la première crise, je dirais, où on pense qu'on va manquer de quelque chose d'indispensable. Voilà. Okay? Oui. Et donc, cette idée que la croissance peut toujours se poursuivre, qui est une idée qui ne tient pas la route si on est ancré dans une réalité, okay? Mais qui est quand même pensable, mais en pensant autrement. L'idée de la croissance économique infinie, basée sur l'extraction des ressources, ça fait dire à certaines personnes, on n'aura peut-être pas les ressources éternellement. Et cette inquiétude est une inquiétude qui est très, très, très liée avec l'âge agricole. L'âge agricole où la question que mon beau-père posait à ma belle-mère au mois de décembre, c'était « on va-tu passer l'hiver? » Aujourd'hui, la question que les gens posent, c'est « on va-tu passer l'hiver dans le Sud? » On n'est plus dans le même monde, là. Non, d'accord. Mais est-ce que cette ambition, cette idée-là, a quand même changé les choses? On est encore dans un monde de croissance. Hein? Les économistes nous disent encore que la solution, c'est qu'il faut augmenter le PIB à chaque année. Autrement, on appelle ça de la déflation, puis ça va bien mal. Oui, effectivement. Mais est-ce que l'idée a fait un certain progrès ou pas du tout à cause de ce que je viens de vous dire? C'est une réponse qui demande d'interpeller plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que la croissance telle qu'on la conçoit, basée uniquement sur l'augmentation de la richesse matérielle, c'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. On ne sait pas encore, ça. C'est parce que, de toute façon, si on joue avec le feu, on ne sait pas où est la limite, mais on sait qu'on va y arriver à un moment donné. Alors, est-ce qu'on attend d'avoir cassé le jouet avant de dire qu'on va le traiter correctement? Les Anglais disent the straw that breaks the camel's back. Est-ce qu'on va mettre la paille qui va achever, la goutte qui fait déborder le vase? Bien, disons que j'aime mieux l'analogie anglaise parce que quand le dos du chameau est cassé, il n'y a plus de chameau. Tandis que quand le verre d'eau déborde, ben, c'est pas grave. Il y en a encore. mais bon, alors, les systèmes vivants, puis comme biologiste, puis même comme être humain, on le sait. On sait que les machines vivantes ont des limites. Okay? Et la sagesse populaire nous dit que qui veut voyager loin ménage sa monture. Mais fondamentalement, la croissance en tant que telle peut être infinie, à condition qu'elle soit totalement dématérialisée.
Et la dématérialisation de la croissance, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus riches avec moins d'impact sur l'environnement qu'on en avait dans les années 60. On parle de quoi, là? Bien, si vous prenez votre niveau de consommation d'aujourd'hui, puis vous le comparez avec le niveau de consommation de quelqu'un qui aurait votre statut dans les années 60, vous avez énormément plus de services. Vous avez énormément plus accès à l'information. Vous avez énormément plus de qualité en ce qui concerne votre approvisionnement alimentaire. Vous avez énormément plus de facilité pour vous déplacer d'un point à un autre sur la planète. Ces éléments-là sont des éléments qui sont objectivement base d'une meilleure qualité de vie, d'une plus grande liberté individuelle. Mmh. Sauf que aujourd'hui, pour traverser l'Atlantique, un Airbus 330, mettons, consomme pour chacun de ses passagers à peu près la même chose qu'une Honda Civic. Alors qu'une super caravelle consommait pas mal plus par kilomètre parcouru, par passager. Oui, mais il y avait moins de monde qui voyageait pas mal. Il y avait beaucoup moins de monde qui voyageait, voilà. Mais le fait que plus de monde puisse accéder à une meilleure qualité de vie, c'est un objectif du développement. Maintenant, quand la qualité de vie est uniquement mesurée sur la base quantitative, ben on arrive avec le dilemme de la croissance et du développement. Je vous explique rapidement. Jusqu'à l'âge de 16 ans, à chaque fois que je me pesais puis à chaque fois que je me mesurais, si j'avais un peu plus grand, un peu plus lourd, j'étais en croissance. La croissance était symptôme de mon développement. Elle était concomitante et elle était un indicateur. Aujourd'hui, quand je me pèse puis que j'ai quelques kilos de plus, on dit que c'est de l'excroissance. C'est pas bon. C'est pas un signe de développement. Dans votre cas, vous avez commencé à vous inquiéter à 6 pieds 3 ou à 6 pieds 4? Ça a arrêté à 16 ans, heureusement. Mais dans ce paradigme-là, qui est une métaphore biologique, ben, on peut comprendre qu'il faut croître ailleurs. Je n'ai pas cessé de lire, je n'ai pas cessé de m'informer, je n'ai pas cessé de réfléchir, je n'ai pas cessé d'écouter de la musique parce que j'avais arrêté de grandir. Donc, mon développement n'est plus lié à ma croissance. Êtes-vous en train de me dire que c'est pas vrai qu'on n'a pas compris l'idée de limite à la croissance et que la croissance actuelle est plus acceptable que la croissance $? Non. Est-ce que c'est ça ce que je vous dis, c'est que la croissance... Vous voyez comment c'est pas facile? Non, c'est pas facile. Puis le monde économique amalgame tout ça. Oui. Que vous achetiez une voiture, l'équivalent d'une voiture en pétrole, ou que vous alliez à l'université, pour le monde économique, c'est pareil. Ouais. Tout est interchangeable à partir du moment où il y a des espèces qui sont échangées. Mais pour la société, c'est très différent. Si vous achetez une voiture... qu'il y a une réforme de la science économique. Hein? Bien, complètement. C'est d'ailleurs... Et de la science politique qui va avec. Parce que la science économique, elle nous vient directement de l'âge agricole et elle n'est plus adaptée à ce qu'on vit aujourd'hui. Et elle crée... Vous allez avoir des téléphones en sortant d'ici. J'ai aucun problème avec ça. Puis j'ai un livre en préparation où il y a un chapitre qui traite là-dessus. Ça m'a pris 1 an de réflexion avant de pouvoir être capable de le déboguer. Mais je pense que je me sens assez bien là-dessus. Et la science économique doit être complètement réformée. Et elle doit être réformée dans certains de ses postulats de base. Dans le fait qu'on est dans un monde imaginaire. René Passet a écrit... c'est un économiste français. Il a écrit quelques bouquins, dont L'économique et le vivant, mais aussi un petit bouquin qui est vraiment une lecture là, de 130 pages, amusante comme tout, qui s'appelle « Une économie de rêve », dans lequel il pousse simplement les axiomes de l'économie dans un monde imaginaire qui est l'écotopie. Et c'est vraiment intéressant de voir que ça nous amène, lorsqu'on pousse les raisonnements économiques dans un monde réel, matériel, ça nous amène à des choses qui sont intolérables. Bon, on peut accepter qu'une théorie servent à gérer à l'intérieur d'un système limité. Mais on ne peut pas avoir de prétention hégémonique pour cette théorie-là lorsqu'elle ne va plus en physique. Il y a des choses qu'on traite avec la physique mécanique qui ne sont pas appropriées pour la physique quantique. Okay? Donc, il y a des théories qui doivent, à un moment donné, avoir l'humilité de gérer à l'intérieur du système où elles sont applicables, où elles sont vraies.
mais elles ne sont pas hégémoniques, elles ne sont pas universelles. Est-ce que je peux dire que ça va mieux, on a compris des choses, on est peut-être sur la bonne voie d'un pays développé, mais en même temps, c'est un danger parce que les catastrophes, ils vont d'abord arriver ailleurs, Bien sûr. d'un pays pauvre. Ouais. En fait, ça prend peut-être 3 éléments pour expliquer ce que c'est qu'une catastrophe. Le premier, c'est un événement violent ou inhabituel. Le deuxième, c'est la présence d'une population vulnérable. Puis je dirais le troisième, c'est la présence d'une caméra de télévision. Mais maintenant, avec les téléphones cellulaires, il y en a partout. Fondamentalement, à partir du moment où vous avez une population qui n'est pas préparée à un événement qui est inhabituel, vous allez avoir des morts, vous allez avoir et les marges de manœuvre qu'on a dans les sociétés développées nous permettent d'avoir la sécurité civile, nous permettent d'avoir la prévision météo, ce que n'ont pas les populations qui sont dans les pays moins chanceux. Encore qu'il y a eu la Louisiane. Oui, puis la Louisiane est un très bel exemple de comment l'idéologie, OK, et la certitude qu'on est dans un monde où il faut... tu sais, ça n'arrivera pas, c'est la pensée magique, la Louisiane. C'est exactement ça. C'est qu'on dit, bien écoute, tu sais, la liberté individuelle, c'est de rester là où tu vas te faire tuer. Ben oui, ça peut être ça. Mais est-ce que c'est intelligent de rester là où tu vas te faire tuer? Est-ce que c'est intelligent de laisser des gens vulnérables? Est-ce que c'est intelligent d'utiliser des prévisions de la science pour ne pas les écouter? Et ça, je pense que c'est pas intelligent. Ce qu'on voit à l'heure actuelle dans les changements climatiques... Un grand déménagement? Dans les changements climatiques à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est pas qu'il va y avoir des catastrophes. Ce qu'on voit, c'est que l'homme a une influence sur la machine thermodynamique planétaire par le biais de l'atmosphère dont on change la composition. Ah bon? Donc, on est devenu, si on veut parler de gérer la planète au point de vue scientifique, on est devenu une partie agissante d'une expérience dans laquelle on a le malheur d'être dans l'éprouvette. Moi, si j'ai une expérience qui se produit juste une fois puis dans laquelle je suis dans l'éprouvette, ou mes enfants ou mes petits-enfants sont dans l'éprouvette, j'ai pas envie de brasser l'éprouvette trop fort. Okay? Ce n'est pas de la science, c'est de la prudence, c'est de l'éthique. C'est de dire, est-ce que j'ai le droit de faire courir aux autres des risques pour quelque chose dont je n'ai pas si tant besoin que ça aujourd'hui? Parce que si on va chercher dans notre monde de consommation ce dont on a réellement besoin, bien, on n'a plus besoin de poubelle. Parce que tout ce qu'il y a dans la poubelle, on l'a acheté avant. Et si on le récupère? Ben, c'est pas grave. Ce qui se passe après, c'est juste de la gestion. C'est ce qui se passe avant qui est de l'intelligence. L'intelligence, c'est de dire, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je dis, mais là, ça, c'est un rêve, là. Non, je l'applique. Qu'on arrive à dire, j'en ai pas besoin. Je l'applique. Moi, des personnes peuvent l'appliquer. Ben oui, mais si des personnes peuvent l'appliquer, toute la société... La science économique n'a pas été changée encore, là. Non, mais la science économique ne changera que si on la met devant ces contradictions à travers l'action des gens. Parce qu'à partir du moment où on se comporte comme des éléments d'une équation bête et méchant, on refuse notre liberté d'humain. On aborde les solutions. Je vais vous poser une question bien égoïste. Est-ce que c'est vrai que le Québec est un meilleur élève là-dedans? À quelle enseigne? On a dit, par exemple, à la conférence de Cancun, il y avait une forêt qui avait été nommée en Australie. Oh là là! Que le Québec est le meilleur élève au Canada, même si c'est pas vrai dans un gaz de schiste. En fait, non, ça, là, il faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger non plus. Et, monsieur, vous avez... Oui, on mélange tout. Vous combien savez de temps? qu'on mélange tout. Oui, mais combien de temps il va nous rester? Il nous reste à peu près 15 minutes. OK. Je vais essayer d'être clair. Le Québec a un discours environnemental qui est plus développé, du moins que plusieurs autres circonscriptions comparables en Amérique du Nord. Oui. Dans certains champs, le Québec a une meilleure performance. Je m'explique. La consommation du parc automobile au Québec
est significativement moindre que celle du Canada et très significativement moindre que celle des États-Unis. Pas parce qu'on est intelligent, chanceux, écologiste ou quoi que ce soit, parce que l'essence coûte plus cher. Donc, on achète des plus petites autos. Donc. Ben, si l'essence coûte plus cher, on achète des plus petites autos. Puis on a gardé, je ne sais pas pourquoi, peut-être le goût des autos à transmission manuelle qui font un bruit intéressant quand on les manipule, puis qui s'adonnent à avoir moins de consommation au bout du compte. Donc, ce n'est pas parce que les Québécois sont plus fins que les Américains, c'est simplement parce que l'essence est plus chère. Donc là, il n'y a pas de mérite. Parce que le prix de l'essence n'est pas déterminé en fonction d'objectifs écologiques. Le prix de l'essence est déterminé en fonction de ce que le gouvernement pense être capable d'aller chercher au maximum comme revenu en évitant des fuites vers d'autres juridictions parce que les gens, quand ils vont savoir qu'il y a 5 $ à sauver, ils vont aller le chercher aux États-Unis. Bon, les gens de Montréal, les gens du Saguenay, ils ne sont pas assez fous pour ça. Ben, c'est un peu loin, les États-Unis. Ben, justement, ils n'ont pas de vertu pour ça. Mais le Québec s'attribue des vertus qu'il n'a pas. On n'a absolument aucun mérite d'avoir développé l'hydroélectricité. On a de l'hydroélectricité. Ben oui, mais on l'a quand même. Il ne faut quand même pas bouder son plaisir. Là. Ben non, on ne boude pas son plaisir, mais on ne se vante pas devant tout le monde d'avoir développé l'hydroélectricité pour lutter contre les changements climatiques. On va essayer de convaincre les Américains que ça fait partie de l'énergie verte, par exemple. Tout à fait. Ça, c'est pas un problème. Puis je suis à 100% pour. Sauf que les Américains, si on leur vend sur le marché spot, ben ils vont pas fermer leurs usines. Ils vont simplement acheter l'hydroélectricité quand elle est moins chère. Donc, ça veut dire qu'ils vont produire autant et à moins cher. Et là, avec les gaz de schiste, la baisse du prix du gaz qui est... Parce que le prix du gaz était monté beaucoup parce qu'on pensait avoir une pénurie là, dans ces années-ci. Mais en étant capable d'utiliser les gaz de schiste, la baisse du gaz fait que produire de l'électricité au gaz aux États-Unis coûte moins cher que d'acheter de l'hydroélectricité du Québec. Donc, c'est moins cher que les nouveaux développements qu'on fait dans le Nord. Ce qui fait qu'on va se retrouver comme on s'est retrouvé dans les années 90, avec la proposition de soit ouvrir des nouvelles alumineries ou des grands producteurs de gaz à effet de serre qui consomment aussi beaucoup d'hydroélectricité, ce qui fait que notre performance, soi-disant, va complètement diminuer. Parce que le Québec, dans ce dossier-là, se prend pour un pays, mais n'est pas un pays. Donc, il s'applique des recettes qui font son affaire. C'est juste politique. Moi, personnellement, je suis très content que le Québec soit moins producteur de gaz à effet de serre, mais je n'attribue pas le mérite à un comportement plus écologiste des Québécois. Je l'attribue au hasard et à la nécessité. Il y a une leçon à prendre d'un gaz de schiste, je pense, si on compare avec l'Ontario. Hein? Oui, absolument. C'est la loi des mines. L'Ontario a réformé sa loi des mines en 2009 et ils ont établi que le sous-sol, les droits miniers sur le sous-sol étaient subordonnés à tous les autres droits en bas d'une ligne qui divise la province en deux, qui passe par Kenora, qui dit en bas de ça, c'est le sud, c'est la partie peuplée. Donc, les gens qui veulent exploiter les ressources du sous-sol vont devoir s'entendre même avec quelqu'un qui a un droit parce qu'il a un jardin. Et ça, c'est un progrès qui nous sort du 19e siècle. Et il n'y a aucune indication que le Québec aille dans ce sens-là, ce qui est relativement dommage parce que les Ontariens ne se vantent pas d'être plus meilleurs au monde, mais ils agissent d'une façon qui est, dans ce cas-là, meilleure. Et le Canada, dans son ensemble? Ah, ça serait une émission toute seule. Rapidement, parce qu'après ça, je vais vous demander quelles sont les initiatives les plus intéressantes, puis c'est vrai que c'est les villes qui vont avoir la solution, puis il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, tout ça, commençons par le Canada. Le Canada, c'est un pays qui est extrêmement défavorisé en ce qui concerne la prétention d'avoir une performance en termes de changement climatique qui soit intéressante. Pourquoi? Parce que le Canada est un pays qui se définit d'abord par son exportation de ressources naturelles. Nous sommes des gens qui sont une bande de courtiers entre les ressources et les consommateurs. Que ce soit les 2x4, que ce soit le cuivre, le fer, ça s'en va vers le sud. Donc, à quelque part, nous devons garder, selon les Nations unies, chez nous, les émissions pour produire des biens pour les autres. Alors, toutes les alumineries. Le Québec produit 5 % d'aluminium du monde. Il n'en consomme pas 1/1000 de 1%.
T'sais. Et puis, les tonnes de CO2 qui sont faites par les alumineries, elles sont dans notre bilan. Elles sont dans le bilan canadien. Même chose, on va exploiter 3 millions de barils de pétrole par jour dans les sables bitumineux, mais on ne les consomme pas ici. On les exporte aux États-Unis, où ils sont raffinés. Donc, la production des sables bitumineux nous fait des émissions qui sont directement liées avec notre capacité d'exportation, donc directement liées avec notre développement économique. Tant que le Canada reste dans une logique d'exploitation des ressources naturelles et qu'il ne travaille pas sur ses richesses intellectuelles, il est condamné à être un mauvais élève. Puis en plus, l'idéologie conservatrice est une idéologie qui se vautre dans cette situation. Et le fait qu'on entretienne le doute sur la réalité des changements climatiques, ça crée une confusion qui sert bien les gens qui produisent beaucoup d'émissions et qui ne veulent pas que ça change. Est-ce qu'il y a des réponses? Enfin, il y a des réponses. Les réponses les plus intéressantes, elles se trouvent où? Et là, il y a le rôle des villes aussi. Je ne sais pas si vous allez mettre ça là-dedans, parce que c'est un nouvel élément. Ouais. Des clubs de villes internationaux qui s'occupent de ça. Mais bon, ma question, c'est les solutions les plus intéressantes, on les trouve où, là, actuellement? J'irais du côté des pays scandinaves. Les pays scandinaves sont capables, ou ont été capables, de démontrer qu'on peut faire autrement, ou du moins qu'on peut s'enligner vers quelque chose d'autre. Les pays scandinaves ont une culture qui est différente. C'est une culture dans laquelle l'État est très important. Les villes sont extrêmement importantes. Les villes collectent plus d'impôts que l'État. Les citoyens sont aussi extrêmement importants. Le niveau d'éducation est très élevé. L'innovation technologique est très avancée. L'énergie est très chère. Pas pour des raisons qu'on veut... qu'on n'a pas d'énergie ou qu'on ne pourrait pas subventionner l'énergie par l'État, mais parce que quand le kilowattheure est à 25 cents, les gens trouvent que c'est pas cher d'installer une pompe géothermique. C'est pas compliqué, ça. Oui. Okay? Et donc, à la fois les citoyens, Ça prend des à la fois les ça prend des municipalités. niveaux de revenu familial, par exemple. Oui, mais que attention. juste ces pays-là peuvent se payer. Pas du tout. Pas du tout. On a un niveau de revenu familial qui est très comparable. Non, mais je veux dire, ces pays-là nous incluant. Là, nous incluant, oui, pas... mais on se comporte pas du tout comme eux. Oui. On se comporte pas du tout comme eux. On déresponsabilise les individus. On sous-finance les villes. Puis après ça, on ne prend pas les décisions au niveau provincial qui devraient être prises. Puis au niveau fédéral, on essaie de faire croire que tout le monde est égal. Et c'est pas vrai. Et tant qu'on reste, au point de vue idéologique, dans la gestion d'un pays comme ça, bien, on n'arrive pas à faire les actions concrètes qui vont amener les gens à faire autrement. Actuellement, les pays scandinaves m'apparaissent, même dans les années 70, j'ai toujours eu un préjugé favorable, mais les pays scandinaves m'apparaissent comme les pays les mieux à même de faire face à une crise mondiale profonde, à une crise des ressources profondes, parce qu'ils sont déjà en ligne vers l'indépendance de certaines énergies fossiles. Ils sont déjà en ligne. L'autoroute de l'hydrogène là, que M. Martin avait vanté et subventionné pour les Jeux olympiques de Vancouver, c'est 125 km avec 3 stations, mais de toute façon, ça ne sert pas, il n'y a pas de véhicule à hydrogène. En Scandinavie, entre la Norvège, la Suède, ils ont déjà, avec toutes les stations qu'il faut, des stations à hydrogène puis des véhicules à hydrogène pour au moins 800-900 km qu'on peut se déplacer entre les villes. Bon, ils n'ont pas vanté, ils n'ont pas dit on va montrer au monde qu'on est capable de le faire. Ils l'ont fait, tout simplement. Et puis, ils voient les limites de cette approche-là aussi. Il y a une idée qui est très dangereuse pour le 21e siècle, c'est celle que la démocratie, c'est pas très bon pour régler les problèmes d'environnement. C'est vrai, c'est faux. La démocratie est une... ce n'est pas une valeur.
c'est le résultat de l'application d'un ensemble de valeurs. C'est un mode de gouvernance dans lequel on donne aux citoyens la possibilité d'exprimer de diverses façons ses opinions et que l'État doit prendre en compte ces opinions-là dans sa gouvernance. Maintenant, toutes les opinions ne se valent pas. La démocratie, telle qu'on la pratique ici, c'est le plus souvent la dictature de la connerie. Dans le sens où on va au plus bas dénominateur commun, on va à celui qui hurle le plus fort, à celui qui est le plus capable de passer sur les ondes, et c'est ça qui devient le reflet de l'opinion publique. Dans la démocratie, ça se mérite. Ça se mérite par la compréhension que les gens ont des enjeux, par le respect des autres. Moi, que mon voisin ne vote pas de la même façon que moi, si la majorité a voté pour un gouvernement, je vais pas refuser d'obéir à ce gouvernement-là. On se conforme. Mais à partir du moment où on n'a pas pu discuter correctement, mon voisin et moi, de nos opinions, à partir du moment où on n'est pas capable de s'informer mutuellement, la démocratie, ça devient une espèce de pis-aller. Okay? Mais on fait quoi? On continue à essayer... Vous suggérez quand même pas qu'on passe à la dictature pour régler les problèmes d'environnement. Non. D'ailleurs, c'est toujours la rigolade parce que j'accepte la dictature uniquement si c'est moi le dictateur. Bon. Bon, mais c'est pas... C'est de la rigolade. C'est que la démocratie, on ne peut pas faire sans. Mais il faut faire mieux avec. Et actuellement, on ne va pas vers faire mieux avec. On simplifie le message. Vous n'avez plus... C'est extrêmement rare qu'on a le temps de s'exprimer pendant 1 heure sur les ondes publiques. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'émissions où on n'a pas été interrompu par une pause? Ça doit être fatigant de faire de la télé, il y a tout le temps des pauses. Mais si on n'est pas capable de creuser des idées, si on n'est pas capable de discuter dans le respect les uns des autres, si on n'est pas capable de s'avancer à d'autres possibles, puis de les accepter comme d'autres possibles, on ne fait pas de la démocratie. 1 heure, c'est pas si long que ça. Hein? C'est fini. Eh bien. Claude Villeneuve, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.